C'est une tradition, chaque année on profite de Planète e-commerce Bretagne pour vous présenter des surdoués du e-commerce, des entrepreneurs, des acteurs qui ne sont pas tous des multinationales mais qui ont de très très bons business, qui les développent sans état d'âme. Mesdames et messieurs les entrepreneurs du web, bonjour. Et Bonjour. bienvenue à la tribune. Donc, on va commencer les présentations. Delphine, bonjour. Delphine Le Serre, dont vous êtes co-founder et CEO Digital Executive de StudyWork. StudyWork en 22 secondes. En 22 secondes, StudyWork, c'est le mythique de l'orientation post-bac. Je vais même faire plus court que 22 secondes. Ah, ça c'est vraiment le pitch absolu. D'accord, donc... Alors pour préciser, qu'est-ce qu'on fait? On permet à des étudiants qui s'interrogent sur des études et des métiers d'entrer directement en contact avec des professionnels qui exercent les métiers qui les intéressent et avec des étudiants qui sont déjà dans les parcours d'études qui les intéressent. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir accès à des informations concrètes, précises et personnalisées sur leur futur projet de construction de vie. Leur expliquer un métier avant de leur dire c'est du bac plus 3, du machin, du truc, c'est vraiment... les aiguiller, c'est une noble quête et je l'espère aussi un bon levier de développement. Alors à la tribune est également Eric, donc le ministère, rapprochez-vous du micro. Vous êtes le directeur commercial et marketing. Alors je suis totalement subjectif parce que je suis fan des produits. Alors là, on est vraiment dans le multicanal total. La conserverie, la Belle-Îloise. Alors là encore, 22 secondes pour raconter plusieurs décennies d'une belle aventure. Alors, la conserverie La Belle-Îloise, c'est une entreprise qui a été créée en 1932. On a la particularité d'être à la fois fabricant et distributeur. Ça veut dire que tout ce qu'on fabrique... Créé à Belle-Île en mer Non, en fait, c'est à Quiberon. Quiberon, ouais, voilà, c'est ça. Juste en face. Je m'étais laissé dire. On avait vu sur Quiberon de l'usine. Donc, on est fabricant-distributeur. On a un réseau de distribution de 70 magasins qu'on possède en propre. Et ce qui nous permet de faire ce qu'on veut, entre guillemets, et de n'avoir de compte à rendre qu'au client final. Et c'est grâce à ça qu'on peut maintenir notre stratégie qui est complètement axée sur la qualité. Donc on fait vraiment des produits de très haute gamme et donc on a une relation très forte avec les consommateurs, à la fois dans nos magasins, ce qui est historique, mais aussi plus récemment à travers la VAD et également le e-commerce. Quel bonheur d'avoir un produit qui réenchante vos apéritifs entre amis. Vous avez un univers produit qui est bigrement sympa. Et si vous avez besoin d'un témoignage, ce ne sera pas en direct, ce n'est pas le sujet, mais à une autre occasion. Le troisième intervenant, très intéressant aussi, Stéphane, bonjour. Stéphane Lerouzès, vous êtes gérant de Luximer. Luximer, présentation. Luximer, c'est la première plateforme de distribution de produits de la mer en France. Créée il y a maintenant 10 ans. Donc, c'est la seule plateforme en France où on peut à la fois se faire livrer partout à domicile, en France et en Europe, des fruits de mer, du poisson, mais aussi des produits élaborés comme les algues déshydratées. Et tout cela avec une livraison en 24 heures en direct des producteurs bretons ou autres. Mais ça, vous êtes le parfait contre-exemple de tout ce qu'on disait du e-commerce, les produits frais, ça ne marchera jamais. Alors, c'est phénoménal aussi comme retour d'expérience. C'est un joli contre-exemple puisque nous, ça fait 10 ans que ça marche. Donc, ça prouve bien que ça marche. Et d'ailleurs, on est encore en coopération avec Chronopost maintenant depuis 10 ans. Et depuis 2 ans, ils ont mis en place l'offre ChronoFresh qui permet à tout producteur de produits frais et à nous, plateformes, de distribuer en 24 heures en camion réfrigéré des produits frais. Donc on a 3 exemples très différents avec des regards très différents et moi vraiment votre retour d'expérience va m'intéresser parce que c'est le bon exemple. Enfin, je crois qu'on a trois exemples. Vous êtes producteur, vous êtes distributeur, vous êtes à la fois, vous allez amener une couche de service. On est vraiment on a toute la palette finalement du e-commerce avec toujours cette question. C'est pour rester dans la course. Eh bien, il faut constamment se remettre en question. Alors, la première question, elle est simple. C'est quels sont aujourd'hui les principaux défis dans vos entreprises à vous? Et puis, si vous avez un regard élargi sur les acteurs du métier, pour servir également de conseils pour nos invités, quels sont les principaux défis auxquels vous devez faire face dans votre activité de e-commerçant? Retour d'expérience. Qui commence? Allons-y, Stéphane. Je veux bien commencer. Principal défi, c'est d'abord innover pour offrir des produits, dans notre cas, toujours meilleurs et toujours plus frais, toujours en direct. Donc, quand vous dites innover, vous pensez à l'offre aussi, parce qu'on en parle finalement très peu de l'offre. Qu'est-ce que je vends
Et c'est ça, vous pensez déjà à l'offre, hein? Oui, nous on pense pensez, d'abord à l'offre et voilà. au produit, parce que ce qui satisfait nos clients, c'est à la fois le produit à la base et nos méthodes de livraison. Vous êtes en train de nous dire, mon première préoccupation, c'est celle de tout commerçant, c'est d'avoir une offre qui colle à la demande. On en parle finalement très peu, on parle beaucoup de tech, mais c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est comme toute entreprise. Donc nous, par exemple, on a mis en place la première criée en ligne en France. Donc les gens peuvent acheter directement leur poisson auprès d'un bateau ou sur un port donné. Donc ça, on est les seuls à faire en France. Et ça répond à une demande client qui maintenant veut savoir d'où vient le produit, de quel port, de quel bateau. Et bientôt qui soutiendra un bateau particulier. Voilà, exactement. Donc si un consommateur veut soutenir un bateau parce que il est venu en Bretagne en vacances et il s'est lié d'amitié avec ce bateau-là, il peut le faire sur Luximer. Et on est la seule plateforme à pouvoir offrir ce... Belle illustration de la tendance dont on parlait ce matin en conférence plénière sur la quête de sens, la proximité client. Merci pour ce premier défi. D'autres défis, Eric ou Delphine. Écoutez, je vais y aller. Écoutez, nous, on a une spécificité, c'est qu'on a donc un réseau de 70 magasins qui est présent. Et ces magasins sont essentiellement implantés en bord de mer. Donc forcément, le client, lorsqu'il est en vacances, il a accès aux produits et aux magasins et aux produits. Mais quand il rentre chez lui, s'il habite dans une des grandes villes de la France, il n'est pas forcément à proximité de nos magasins. Donc notre site internet, de même que notre VAD, répond à un besoin premier qui est la proximité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir acheter les produits hors période de vacances. Notre souci numéro 1, c'est de faire en sorte, donc d'abord, pour nous, la VAD et le site e-commerce, c'est avant tout un service qu'on va apporter aux clients, c'est-à-dire la possibilité d'avoir cette proximité. Et après, tout l'enjeu pour nous, c'est de rester hyper cohérent avec le positionnement de la marque et de faire en sorte que l'expérience vécue par le client, on parle beaucoup de shopping experience. Ah, mais c'est important aussi, c'est encore un autre mot fort, l'expérience client. Et pour vous, elle est totale, hein. Il y a 70 magasins, on pourrait parler des canaux, puisqu'allons-y, expérience et multicanal. Je vous lance là-dessus. Voilà, donc nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'expérience qui est vécue en magasin, lorsqu'on est en vacances, donc on est dans un contexte assez détendu, c'est les vacances, il fait beau, c'est l'été, on est sur les quais de la Trinité, on a la mer en face, on a les goélands qui crient, il y a tout un contexte qui favorise la détente et donc l'achat. Et la question, c'est comment je vais reproduire ça sur Internet. Les gens, ils sont à Paris, stressés par les embouteillages, il pleut, on est en hiver. Ils se sont fait engueuler. Comment, à un moment donné, je vais créer une expérience positive sur un site de e-commerce. Et là, alors évidemment, les recettes ne sont pas les mêmes qu'en magasin. Et tout l'enjeu, c'est de trouver la grande complémentarité et de faire en sorte que chaque visite, chaque contact avec la marque, que ce soit en magasin ou sur Internet ou à travers la VAD, ça procure, d'abord ça donne la même image de la marque, premier point. Deuxième point, ça procure du plaisir et que finalement ce soit dans une grande cohérence, sachant que ça peut être aussi très complémentaire. Delphine, même question, les nouveaux défis, les nouveaux enjeux, le quotidien aussi. En fait, je vais rejoindre exactement ce que vient de dire mon voisin. Pour nous, l'enjeu principal, c'est celui de la personnalisation. C'est le fait que finalement, dès lors qu'on propose un service à des clients, à des individus, il faut qu'on soit sur du sur-mesure. Ce qui paraît complètement paradoxal, parce qu'en fait, dès qu'on est sur le web, on se dit on fait du mass market, et en fait, ce mass market, il nécessite d'être très très précis. Et nous, on l'a vu au tout début quand on a lancé la plateforme, on était sur de l'automatisation, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, j'en ai entendu parler au moment de la plénière tout à l'heure, et c'est génial, et effectivement, ça permet d'optimiser des tas de choses, mais finalement, rien ne remplace l'humain, et ça se remplace d'autant moins quand on traite de questions aussi importantes que celles dont nous on traite, à savoir la construction de vie de quelqu'un. Et en fait, cette personnalisation et ce sur-mesure, on ne peut le retrouver qu'à partir du moment où on introduit une touche humaine et où du coup on crée une offre qui a cette complémentarité. Nous, on l'a fait en introduisant effectivement une touche d'humain avec des coachs qui aujourd'hui accompagnent les étudiants avec lesquels on travaille. Donc nous, notre défi, c'est principalement le sur-mesure et la personnalisation dans un service qui paraît en fait tout automatisé. Et on ne s'est pas concerté pour préparer cette émission, on a une belle palette, hein, une offre renouvelée, beaucoup plus d'humain dans la relation, le multicanal, et puis effectivement ces enjeux qui viennent d'être soulevés. Alors maintenant, j'ai envie de dire, c'est la séance des complexes. On arrête les complexes, beaucoup
de TPE, de PME, qui ont déjà parfois un site web, mais en gros j'ai un site web où je suis présent sur Facebook, ont un complexe du e-commerce, se disent voilà, omniprésence d'Amazon, développement des places de marché, alors c'est à la fois une opportunité, mais est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce qu'ils ne vont pas me bouffer ma marge pour être encore plus précis? Hausse régulière du nombre de sites e-marchands, parce que pour le coup des sites il y en a plein, qu'est-ce qu'on en fait avec? On peut en discuter, mais il y en a de plus en plus. Ben vous, et puis alors non, n'oublions pas aussi l'arrivée de mastodontes étrangers, parlons d'Alibaba ou d'autres comme ça. Chacun se dit, et moi dans tout ça, donc la question que je vous pose, c'est vous, comment vous faites face à la concurrence? C'est quoi vos fondamentaux? Allez Delphine, je pense que vous, face à vous, il y a du monde, comme on dit. Oui, bien sûr, il y a du monde, mais en fait, dès lors qu'on propose une offre qui est innovante, déjà, on sort du lot. Et en fait, on va se faire remarquer à la fois par les clients, les utilisateurs, et également par nos concurrents. Donc finalement, c'est une force, c'est une chance que d'être un nouvel entrant sur un marché sur lequel il y a des mastodontes. C'est une chance en première étape, parce que c'est là où on va créer l'intérêt. Et je pense qu'en deuxième étape, on est obligé de se lancer dans des partenariats. C'est vital, c'est nécessaire si effectivement on veut s'offrir les chances de la croissance en lien avec nos ambitions. Donc les concurrents sont certes des concurrents. On crée sa sphère de business. Là, on a la chance d'être différenciant, innovant. Et puis, il y a des géants. On peut aussi parfois c'est ces notions de coopétition. On est concurrent un jour et on coopère. C'est un des fondamentaux du e-commerce en 2017. Alors, même question, les places de marché. Est-ce qu'on trouve des produits, je n'ai jamais vérifié, de la belle Illoise, en marque propre ou en marque, vous n'allez peut-être pas tout nous dire, sur Amazon par exemple, ou sur de grands portails, eBay ou autres, ces fameuses marketplaces, Google Shopping également? Alors aujourd'hui, non. Pour une double raison. La première, c'est qu'on a alors ça va peut-être paraître un peu arrogant, mais on a un positionnement de marque qui est très précis. Donc on ne souhaite pas vendre en mass market, on souhaite cibler uniquement les... Beaucoup l'affirment, vous n'êtes pas le seul à avoir cette politique de dire je maîtrise ma marque. En tout cas, nous c'est très fort parce qu'on a des produits de qualité, on souhaite qu'ils soient distribués dans des environnements de qualité et on ne souhaite surtout pas banaliser la marque ni ses produits. Donc on réserve nos produits, si je parle des magasins au department store, comme la grande épicerie de Paris ou le magasin Lafayette Gourmet ou d'autres à travers l'Europe. On réserve nos produits également à des épiceries fines reconnues et bien évidemment à nos propres magasins et à notre propre site internet. Donc aujourd'hui, on se refuse de commercialiser nos produits dans des réseaux de magasins de mass market et de la même façon, on applique la même règle au e-commerce. Et pour nous, je dirais que l'axe fondamental, la question, elle est simple, c'est-à-dire que la concurrence, on l'a partout, on l'a dans les magasins, on l'a sur Internet, on l'a en VAD, elle existe partout. Et nous, en fait, on a juste une stratégie qui est notre stratégie. Et après, on a différents canaux, différents outils qui sont à notre disposition. Et on reste en fait très fidèle à notre positionnement et à notre stratégie. Alors, en tout cas, votre stratégie, elle est quand même assez intéressante. Je prends l'exemple du client lambda. Je me suis présent dans une boutique, je suis assez sensible au sujet, vous l'imaginez. En tout cas, j'ai remarqué avec quelle habilité vos acteurs dans les points de vente vous proposent d'ailleurs, est-ce que je peux récupérer votre adresse mail, est-ce que je peux avoir votre adresse? Et derrière, il y a tout un process multicanal qui est assez intéressant. C'est ça votre force, c'est-à-dire c'est l'acquisition de données dès le premier contact? Alors, tout à fait. Alors, l'acquisition de données, elle est très importante, puisqu'encore une fois, lorsque vous faites l'acquisition d'un client lors de ses vacances d'été, si vous le laissez repartir et vous lui parlez pas dans l'année, il est probable qu'il vous aura oublié l'année prochaine. Donc, on a besoin de recueillir l'adresse des clients. Donc, on a un programme de fidélité qui nous y aide. Et ensuite, on s'attache à lui parler de façon subtile. Alors, j'espère qu'on y réussit. En tout cas, on ne veut pas être intrusif. On ne veut pas envoyer des emails à répétition. Et notre discours, comme on s'interdit de faire de la promotion, puisque nous, on est sur un principe de vente directe, c'est-à-dire qu'on propose en permanence le meilleur prix qu'on peut offrir. On est très vigilant sur ce point, mais une fois qu'on a donné notre meilleur prix, il n'y a plus de promotion, il n'y a plus d'animation commerciale au sens mercantile du terme. Donc on essaye vraiment de travailler une relation de proximité et on utilise pour ça tous les moyens à notre disposition. Et le e-commerce, les emails, etc., les réseaux sociaux, ce sont des outils à notre service, mais qu'on utilise encore une fois au service d'une stratégie et d'un besoin. Merci Stéphane. Est-ce que Luximer est également présent sur les marketplaces? Alors, on les regarde de près. Effectivement, nous, on va sélectionner les marketplaces qui ont une valeur ajoutée, qui nous apportent quelque chose.
Effectivement, tout à l'heure on parlait d'Amazon qui est la plus connue. On a eu des contacts avec Amazon parce qu'eux veulent effectivement créer une place de marché pour les produits frais aussi. Donc ils ont déjà commencé à le faire. Pour l'instant, nous, on a fait le choix de ne pas être sur la place de marché Amazon puisque on considère qu'on n'a pas de valeur ajoutée à cette place de marché pour le moment. Après... On a vu des cas où Amazon, une fois avoir intégré le métier et sourcer les best-sellers, s'est mis en direct. Oui, mais donc, voilà, après, faire notre métier qui est de valoriser notamment par exemple les produits de la pêche avec des entrepôts sur les ports de pêche, ouais, avec des ateliers de transformation de poissons. Oui, ils n'y sont pas encore. Voilà, ces choses-là, ils ne savent pas pour l'instant le faire. Nous, on le fait très bien. Et du coup, on sait très bien envoyer directement des produits frais du bateau aux consommateurs partout en France. Donc, pour l'instant, je dirais leurs bases logistiques ne sont pas encore capables de faire ce que nous, on sait faire. Ouais, donc, et a priori, on a encore quelques années avant qu'ils le fassent. Donc, je pense que notre offre est vraiment complémentaire, est vraiment différente par rapport à ce que peut apporter la place de marché traditionnelle. Très bien. Alors, on a parlé depuis ce matin de nouvelles briques. On parlait alors c'est des gros mots, hein, le retargeting. On vient sur votre site, le client est dans l'entonnoir de conversion, il ne va pas jusqu'au bout. On essaie de le récupérer. On a parlé de chatbot, on a parlé d'intelligence artificielle, de plein de choses. Vous, dans vos projets à vous, quels sont un petit peu sans nous dévoiler trop de secrets, mais quels sont au moins vos projets pour un petit peu consolider ou développer votre activité en conseil à partager avec nos invités? Nous, c'est vrai qu'on a une redondance de commandes intéressante parce qu'on est sur des produits que les gens peuvent consommer toutes les semaines. Donc c'est vrai que nous, on essaye de beaucoup travailler à ce que nos clients soient satisfaits et puissent continuer à consommer 1 ou 2 fois par mois. Voilà. Donc ça, c'est une force de nos produits. On réfléchit aussi actuellement au principe d'abonnement. Parce que c'est de plus en plus courant et c'est dans l'air du temps. Et les gens maintenant, ont vraiment acquis cette habitude d'avoir des abonnements pour des produits où on n'a pas l'habitude forcément d'avoir un abonnement. Donc on y pense, puisque effectivement ça permettrait de faire une offre donnant-donnant, dans le sens où nous on va optimiser notre logistique et notre apport produit, donc offrir éventuellement une meilleure offre de livraison et un meilleur tarif à nos clients. Donc ça, on y travaille. L'industrie lourde. L'industrie lourde, mais c'est notre, ce sera sans doute notre nouveau produit 2017. Et avec des fondamentaux du commerce. Oui, voilà, mais vraiment, en complément de la client en ligne, c'est ce qui va permettre aux clients d'avoir une régularité et puis d'avoir une certitude de consommer des fruits de mer et du poisson frais toutes les semaines. Delphine, nouveau projet, nouvelle tendance? Nous, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui rejoint la question sur les défis. Finalement, et de manière assez paradoxale, nous, les nouveaux projets, c'est de créer un réseau d'accompagnement de nos clients. Donc, on revient en fait au réseau traditionnel, réel, où on va accompagner nos clients en face à face, qui va être complémentaire en fait à ce qu'on fait déjà sur le web, avec une partie effectivement d'intelligence artificielle, parce qu'il faut optimiser l'expérience utilisateur et les propositions qu'on est capable de faire. Alors, on vient de présenter des mots qui semblent accessibles qu'à des multinationales. Toute entreprise aujourd'hui peut accéder à des briques d'intelligence artificielle à des budgets qui sont relativement digestes. Ah oui, non mais alors c'est une question très intéressante parce que je pense que derrière tous ces mots, intelligence artificielle et bien d'autres, dès qu'on parle de physique quantique, dès qu'on parle d'algorithmes, voilà. C'est très à la mode de parler d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Alors moi-même, je suis ingénieure de formation à l'origine et ça me fait souvent sourire quand je vois les gens qui parlent à pléthore d'algorithmes. Un algorithme, c'est pas quelque chose de compliqué, ça n'est que la traduction de manière informatique d'un processus logique en fait, d'un A implique B, implique C, etc. Donc ça n'a rien de très complexe et effectivement il faut toujours à la base partir du client, en fait, s'interroger sur les besoins du client, sur la manière dont le client fonctionne, sur la manière dont il va naviguer sur le site et comment réussir à rendre son expérience la plus agréable et la plus optimisée pour nous en tant que commerçants. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un moyen plus élaboré de faire quelque chose qui auparavant était automatisé, rien de plus.
Et ce n'est pas une fin en soi, véritablement, parce que il s'agit que d'automatisme et de robots. Et ça ne viendra jamais, à mon sens, c'est mon avis personnel, remplacer une interaction humaine, un échange humain, de l'entente, de l'écoute. Merci pour ce témoignage. Même question, alors de quel côté regarde-t-on, sans nous livrer trop de secrets Je vais un peu plagier ce qui vient d'être dit. Nous, on part du client. D'accord ? Donc en fait, tous les outils, ce ne sont que des moyens, et on ne veut surtout pas se laisser griser par la technologie. Elle doit être au service d'eux et pas prendre le pas sur le fond. Et le fond, c'est le client, c'est sa satisfaction. Donc on est vraiment sur ce point-là. On a d'ailleurs un point de vigilance, c'est le respect du client. Donc nous, on est une entreprise, on s'identifie comme des gens de mer. Et dans nos valeurs, il y a le respect. Respect de la mer, respect du client. Et donc le respect, c'est très important. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est donner au sentiment à nos clients que derrière, il y a un Big Brother il y a de l'espionnage, qui va l'analyser, qui va le disséquer, qui va le manipuler. Donc c'est pas la relation telle qu'on l'entend. On est fiers des produits qu'on fait, c'est aussi une de nos valeurs. Et par conséquent, on souhaite avoir une relation saine, de proximité et directe avec les clients. Dans les outils que vous utilisez quand même, il y a les canaux traditionnels, historiques, il y a le point de vente et le marketing direct. Je précise que vous avez une activité digitale, mais vous n'avez pas abandonné. C'était une belle surprise. D'ailleurs, j'aime beaucoup vos catalogues, vos emails, mails papier. Ouais. Alors, quelles sont les autres briques que vous avez rajoutées ? Enfin, vous pouvez dire un mot d'ailleurs. Alors, on a travaillé sur plusieurs choses. Donc, Internet, encore une fois, pour nous, c'est un service. Donc, on a beaucoup travaillé finalement sur la logistique parce que c'est un point important. Alors, nous, on a une difficulté, c'est que nos produits sont lourds. Donc, à livrer, c'est pas simple. Quand vous passez par certains livreurs qui traitent ça comme des enveloppes et qui font tomber les colis de 3 mètres de haut, forcément les boîtes sont un peu abîmées. Elles sont moins bonnes, ça peut poser des petits problèmes. Donc on a vraiment un gros travail là-dessus, sur la satisfaction client. On a un travail également sur la rapidité, mais c'est pas... Avec des briques qui arrivent, des petits objets connectés qui coûtent 3 francs 6 sous et qui vont vraiment être des capteurs de contrôle de livraison de bout en bout. Donc on travaille là-dessus, on travaille sur la facilité pour avoir des francos les plus bas possibles, etc. Et puis, on réfléchit bien sûr à d'autres solutions. On parlait tout à l'heure des abonnements. C'est évidemment une piste qui peut être intéressante à voir comment on peut la rendre pertinente et intéressante pour le client. Et on a une dernière brique que l'on travaille, sur laquelle on n'est pas encore très très bon, je crois. Mais en tout cas, on y réfléchit. C'est la réception du colis. Parce que nous, on a la prétention de penser que quand un client vient dans un magasin, c'est un moment de détente, c'est un moment de plaisir, c'est un peu une fête. Et notre ambition, c'est que le colis, quand il arrive à la maison, ça doit être la même fête. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Franchement, notre colis, il y a beau avoir des petits poissons sur un carton blanc, ça ne va pas très loin. Réenchanter l'expérience de réception Exactement. produit. Et là, on pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire. Et on pense que, parce que finalement, le meilleur critère pour juger si on est bon ou pas bon, c'est le fait que le client recommande. Et on pense qu'en travaillant et en faisant de cet élément vraiment un moment de plaisir, on arrivera justement à donner encore plus envie aux clients de recommander. Et on fera aussi la jonction avec l'expérience magasin qui est un type de satisfaction, un moment de plaisir, et un moment de plaisir différent sur Internet. Et on pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à creuser autour de ça. Encore un fondamental du commerce, c'est qu'un client, c'est pas quelqu'un qui achète, c'est quelqu'un qui rachète. Exactement. Mais racheter, ça veut dire en informatique le suivre, le connaître, le comprendre, enfin toute une série d'éléments qui font qu'on devient ou non un vrai e-commerçant. Très bien. Alors l'heure tourne. Alors qu'il soit dans votre domaine ou non, y a-t-il plusieurs sites marchands qui vous inspirent particulièrement? Et pour quelles raisons? Rassurez-moi, ça faisait partie, on les avait communiqués avant. Alors, non, parce que là, vraiment, je vous trouve vraiment très inspiré Alors, Eric. Il y en a beaucoup. Pour être franc, j'ai peut-être pas dû assez préparer parce que j'ai pas réfléchi précisément. Moi, j'avais bien aimé, par exemple, tout ce que faisait, toute la stratégie globale de comment. Un trou de mémoire évidemment. Vous savez les petits gâteaux là, les petits gâteaux sympathiques. Comment ils s'appellent? Michel et Augustin. Voilà. Ah oui. Et je trouvais qu'il y avait je trouvais qu'ils avaient bien exploité leur positionnement de marque. Et ils étaient parvenus à recréer cette connivence, ce petit clin d'œil un peu amusant, qui faisait que et donc ils avaient une vraie cohérence entre le packaging, le produit, Internet, les réseaux sociaux. Et je trouve qu'ils étaient encore une fois très cohérents et
et que si on se met dans la peau d'un Vous parlez client... au passé parce qu'ils ont été rachetés récemment par Oui, un mais ils grand le sont groupe toujours. mondial. Bon, ils ont gardé les fondamentaux, ils vont devenir un peu Voilà. plus... C'est comme Ben Jerry, ouais, c'était voilà. un peu la même chose. Ils avaient Ouais. développé un univers de marque, ils ont été rachetés, je sais plus, Ouais. par un géant mondial aussi, mais... ouais, Donc c'est- effectivement, donc là Ben ils ont été rachetés par Danone pour pas le citer, donc ça, Ouais, ils vont c'est ça. passer un peu plus, ils vont passer la seconde entre guillemets. Mais je crois qu'ils vont garder les fondamentaux parce que ça fait partie de l'essence même de leur marque. Et s'ils perdent ça, ils ont tout perdu. Ah, ils ont Sinon tout ils vont perdu, devenir un pauvre gâteau, si vous me permettez, parmi d'autres. Alors que là aujourd'hui, ils ont un univers de marque qui est éminemment riche et qu'ils ont su créer de toutes pièces. Et ça se retrouve bien sur leur site et c'est ça que j'aime bien en fait. Eh ben, merci pour donc à suivre la stratégie e-commerce de Michel Augustin. Même question, vos sites un peu fétiches. Oui, alors c'est vrai que nous, on regarde un peu ce que font les autres, mais pas trop, parce que c'est vrai que dans notre métier, on est un peu, je dirais... Le conformisme n'est pas qu'une bonne... Non, un peu de sourcing, mais pas que du conformisme. Voilà, on ne cherche surtout pas à copier, parce qu'on crée une nouvelle offre, on l'a créée il y a 10 ans, et on est sans arrêt sur des nouvelles offres. Donc en fait, on ne cherche vraiment pas à copier ce que font les autres. Par contre, c'est vrai que ça nous arrive de regarder à l'étranger ce que font certains, puisque c'est vrai que nos métiers existent aussi dans d'autres pays. Et parfois, notamment nous, des pays anglo-saxons comme l'Angleterre et tout ça, ont déjà développé une offre qui est la nôtre. Et donc, il y a des sites qui le font aussi très bien. Et parfois, ça nous arrive un peu de se mettre en relation, entre guillemets, et puis de voir ce que font les autres là-dessus. Mais sur notre cœur de métier, on ne cherche surtout pas à copier ce qui existe déjà en France. Ouais. Merci. Delphine? Alors, nous, ça peut paraître surprenant, mais on s'inspire beaucoup de sites de voyage. Parce qu'en fait, on considère que le choix de sa vie... L'expérience de visite, quoi. Alors, en fait, il y Ouais. a deux éléments. Il y a la partie, effectivement expérience utilisateur, l'expérience de visite sur le site, où quand on choisit un voyage, on se projette à un instant T, on va comparer différents critères, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup en fait d'éléments qui peuvent être repris d'un site, que ce soit un comparateur comme Booking ou d'autres, qui peuvent être transférés en fait à notre activité. Et aussi en fait au niveau du concept, c'est-à-dire que finalement, quand on réfléchit à sa vie professionnelle, on devrait dans un premier temps réfléchir à la finalité, c'est-à-dire à la destination que l'on souhaite atteindre. Et une fois, et cette destination, dans l'idéal, il faudrait justement qu'elle nous corresponde et qu'elle soit idéale et qu'elle soit la plus épanouissante. Donc un peu comme une destination de voyage. Et puis, ce n'est que par la suite, dans un deuxième temps, qu'on devrait choisir le moyen de transport que sont les études qui permettent en fait d'arriver à cette destination. Si possible, ces études, si elles peuvent être les plus courtes possibles, coûter les moins chères possibles, etc. C'est un peu comme quand on prend l'avion, en fait, on Ouais, s'en fiche avec les... qu'il y ait une escale, Ça. que le vol dure 24 heures. S'il peut durer 12 heures, c'est mieux que 24 heures, etc. Et donc, en fait, nous, on utilise beaucoup, on s'inspire beaucoup de sites de voyage, il y en a qui sont très, très bien faits. Ouais, c'est très intéressant de pouvoir aller chercher une success story dans un univers qui n'est pas le sien et de le reporter. C'est un conseil très opérationnel. Ouais, ouais. Et donc, c'est Booking. Airbnb aussi nous inspire beaucoup. En fait, nous, on s'est rendu compte très tôt que la qualité des visuels, c'était très important. Alors là, on tombe sur des choses très, très pragmatiques. Hein. On n'est pas du tout sur les éléments dont on parlait tout à l'heure, l'intelligence artificielle. En fait, la qualité des photos va être extrêmement importante, avoir des photos qui donnent envie. Finalement, les gens, ils ont envie de contacter des individus qui leur donnent envie. Ouais, et puis c'est sûr aussi simple que ça. Ouais, c'est sûr, quand on parle d'études, si on montre la façade d'une école qui ressemble à... Et c'est vrai que d'avoir travaillé autour des univers métiers et de donner envie, c'est un très très beau pari. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. J'ai une dernière question où là je vais vous placer en mode conseil. C'est un peu la question du jour. C'est-à-dire que je vais vous transformer en consultant en stratégie commerce pour des PME, des TPE, des acteurs qui ont peut-être moins de savoir-faire que vous. Si vous ne deviez en conclusion de cette émission donner qu'un seul conseil à un confrère e-commerçant ou commerçant qui veut se lancer, quel serait ce conseil? C'est le dernier tour de table des conclusions. Qui commence? Allez, Stéphane, c'est parti. Le conseil, c'est vrai que comme dans tout métier, et encore plus aujourd'hui, c'est d'abord innover. Et avant d'innover, c'est définir les besoins, définir quel est le besoin du client, que ce soit pour un bien de consommation, que ce soit pour tout type de produit. C'est définir quel est le besoin client et si le besoin n'existe pas, le créer et après éventuellement innover pour offrir toujours plus de services. Ça, c'est la règle numéro 1, comme dans toute entreprise. Stéphane, je vais vous accorder en 5 éditions de Planète e-commerce la palme du e-commerçant
qui a tout au long de son intervention rappelé ce qu'on oublie trop souvent, c'est-à-dire les fondamentaux d'un commerce qui fonctionne bien. Je vous en remercie. Mesdames et messieurs, Stéphane Lerouzès, gérant de Luximer. Vous revenez quand vous voulez à notre tribune. Merci. Allez, conclusion, Delphine, allons-y peut-être. Alors moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait, ça va rejoindre d'ailleurs ce que vient de dire Stéphane, ce serait de ne surtout pas faire ce qui apparaît dans ce fameux film Social Network sur le succès de Facebook et de Mark Zuckerberg, à savoir si vous voulez lancer une nouvelle activité, un nouveau produit, vous vous enfermez pas dans votre chambre, vous ne vous enfermez pas dans votre studio, dans votre appartement, dans votre maison pour développer votre produit. Surtout pas, ça ne marche pas comme ça. Allez voir vos clients, passez du temps avec vos prospects, avec vos clients, écoutez-les, amenez-les à co-construire votre solution, amenez-les à co-construire votre produit. À envisager avec eux un pricing acceptable et tout ce temps ne sera pas du temps perdu, au contraire. C'est un investissement qui est nécessaire et c'est une clé du succès. Donc moi mon conseil c'est passer du temps avec vos clients pour bien les comprendre. Un collectif, un modèle collaboratif et la co-construction, c'est des mots qu'on n'avait pas encore prononcés et qui sont de belles règles de succès puis qui vraiment colle aux aspirations de notre monde qui s'est peut-être digitalisé un peu trop vite en oubliant ses fondamentaux. Mesdames et messieurs, Delphine Le Cerf, co-founder, CEO et Digital Executive de StudyWork, mesdames et messieurs. Alors, on termine dans l'univers gustatif, alors que l'apéro, c'est bientôt. Alors, moi, je vais faire la synthèse un peu de tout ce qui a été dit. Donc, la première chose, c'est de savoir qui on est, à quoi on sert, pourquoi on existe. Et ça, c'est un grand classique. La deuxième, c'est de rester ouvert sur le monde, ne pas se laisser non plus impressionner. La technologie, c'est toujours tentant, mais encore une fois, ce n'est qu'un moyen au service d'eux. Et puis la troisième chose, c'est d'oser. Il faut oser des choses, il faut prendre des risques. Et puis parfois ça marche, parfois on se trompe, mais en général, quand on se trompe, on rebondit rapidement derrière parce qu'on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, je crois que c'est le triptyque gagnant. C'est un très beau triptyque. Merci pour ces conseils. Bravo pour la conserverie belle-îloise qui renchante notre quotidien. Mesdames et messieurs, Eric Le Millinaire, directeur commercial et marketing de la conserverie La Belle-Îloise. Merci. C'est la fin de cette édition. Encore beaucoup de rendez-vous à la tribune de Planète e-commerce Bretagne. À très vite. Au revoir.